Une série de vols de marchandises a eu lieu dans le plus grand aéroport de Toronto, au Canada. Ces vols ont continué pendant 13 ans, totalisant un montant global de 7 millions de dollars. La police n'a pas pu arrêter cette bande de voleurs durant toute cette période. Elle pensait que derrière ces vols se cachait une organisation structurée de voleurs professionnels, mais finalement, il s'est avéré qu'un seul homme était derrière toute cette affaire, perturbant ainsi la police canadienne. Aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire mystérieuse de cet homme, dont le nom allait bientôt devenir synonyme de l'un des plus grands vols de l'histoire de l'aviation. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. L'histoire d'aujourd'hui concerne un homme qui s'appelle Walem Hong, originaire d'Asie, d'un pays dont les détails sont souvent laissés vagues dans les récits de son histoire. Comme de nombreux immigrants, Hong cherchait de meilleures opportunités économiques et une vie meilleure pour lui-même et sa famille. Le Canada, avec ses politiques d'immigration favorables et ses perspectives d'emploi, représentait une destination attrayante. Walem Hong est arrivé au Canada dans les années 1980, au moment où l'immigration était une voie populaire pour ceux cherchant à améliorer leur qualité de vie. Hong, muni d'un visa d'immigrant, s'installe à Toronto, une ville cosmopolite et en pleine croissance. Il commence par travailler dans divers emplois avant de trouver une opportunité dans le secteur du transport et de la logistique à l'aéroport Pearson. Walem Hong, un conducteur de camion de fret, était un visage familier mais non remarquable. Chaque jour, il transportait des marchandises avec une précision méthodique. Ce que les collègues de Hong ne savaient pas, c'était que derrière son apparence de routine se cachait un plan audacieux qui allait transformer cet aéroport en le centre d'un des plus grands vols de l'histoire. À la fin des années 80, l'aéroport international Pearson de Toronto était l'un des plus grands et des plus fréquentés du Canada. Situé à environ 22 km au nord-ouest du centre-ville de Toronto, il servait de plaque tournante essentielle pour les voyageurs internationaux et les expéditions de fret. À cette époque, le système de sécurité de l'aéroport était en pleine évolution. Bien que des mesures de sécurité de base, telles que les contrôles de bagages et les vérifications des passagers, étaient en place, la technologie et les protocoles étaient encore rudimentaires par rapport aux normes actuelles. Les scanners de bagages étaient limités et souvent manuels, les systèmes de surveillance étaient moins sophistiqués et les procédures de sécurité pouvaient parfois être vulnérables aux failles. L'accent était mis sur la détection des menaces immédiates, mais les contrôles de routine et les procédures étaient moins intégrés que dans les systèmes modernes. Chaque matin, Hong arrivait à l'aéroport avec une routine réglée comme du papier à musique. Les camions de fret étaient chargés et déchargés avec une précision presque militaire. Pourtant, derrière cette façade de normalité, Hong ressentait un malaise croissant. Les longues heures de travail, les contraintes de sécurité et la monotonie quotidienne le poussaient à chercher une échappatoire. Il observait les failles dans le système de sécurité, notant les moments où les procédures de contrôle se relâchaient. Les petites erreurs et les incohérences dans les inventaires étaient des signes que le système n'était pas parfait. Hong se demandait comment exploiter ces failles sans éveiller les soupçons. La première étape dans le plan de Hong fut de tester ses capacités. Il commença par des vols mineurs, subtilisant de petites quantités d'objets de valeur. Ses premiers essais étaient soigneusement orchestrés pour ne pas éveiller les soupçons. Hong apprit à manipuler les enregistrements, à créer des fausses pistes et à masquer ses actions sous une apparence de normalité. Avec chaque vol réussi, Hong se sentait de plus en plus audacieux. Il perfectionnait ses méthodes, exploitait les failles qu'il avait identifiées et devenait de plus en plus confiant dans sa capacité à tromper le système. En orchestrant son vaste réseau de vols à l'aéroport Pearson, Walem Hong savait qu'il devait s'appuyer sur des complices internes pour garantir le succès de son plan audacieux. Avec une connaissance approfondie des opérations de fret, il a ciblé des employés de l'aéroport qui traversèrent des crises financières et avaient un besoin urgent d'argent. Ces individus, vulnérables à la tentation, ont été soudoyés par Hong avec des sommes considérables, les incitant à fermer les yeux sur les anomalies dans les inventaires et à manipuler les documents pour couvrir ses activités illicites. En exploitant les faiblesses économiques de ses employés, Hong a réussi à créer un réseau de complicité discrète qui a facilité ses vols massifs et prolongé sa tromperie pendant des années sans éveiller immédiatement les soupçons des autorités. Pour écouler la grande quantité de marchandises volées, Walem Hong a mis en place un réseau de complices externes en dehors de l'aéroport. Il a établi des contacts avec des magasins de distribution et des revendeurs spécialisés, capables de vendre les produits dérobés à des prix compétitifs.
Ses partenaires externes étaient souvent des commerçants bien établis dans le secteur de la revente, qui ont besoin d'un approvisionnement constant de marchandises à des tarifs avantageux pour attirer les clients. En offrant ses produits à des prix inférieurs à ceux du marché, Hong a pu écouler rapidement les biens volés tout en attirant l'attention des acheteurs intéressés par les bonnes affaires. Ce réseau de distribution, bien que discret, a joué un rôle crucial en permettant à Hong non seulement de blanchir ses profits, mais aussi de maintenir l'apparence de la légalité de ses opérations commerciales. Malgré l'ampleur impressionnante des vols orchestrés par Walem Hong, la marchandise dérobée ne représentait qu'une fraction infime de l'énorme volume de fret disponible dans les entrepôts de l'aéroport. Les quantités volées, bien que substantielles, étaient négligeables comparées à la valeur totale des marchandises en transit, qui s'élevait à plusieurs milliards de dollars. Dans les années 80, les systèmes d'inventaire de l'aéroport n'étaient pas encore dotés de technologies sophistiquées pour tracer toutes les entrées et sorties de marchandises. Cette absence de systèmes avancés et de suivi rigoureux a facilité la tâche de Hong, lui permettant de masquer ses vols au milieu du vaste volume de fret. Les procédures de sécurité étaient moins intégrées et les contrôles moins précis, ce qui a contribué à rendre ces actions plus difficiles à détecter. L'inefficacité relative des systèmes d'inventaire de l'époque a ainsi joué un rôle clé dans la réussite prolongée de ces activités illicites. Au début des années 90, les dirigeants des entrepôts ont observé une inquiétante augmentation des disparitions de marchandises, un phénomène qui semblait échapper à toute explication rationnelle. Malgré les efforts déployés et l'intervention de la police, l'enquête piétinait, notamment parce que la plupart des employés des entrepôts se révélaient être des complices de Walem Hong, rendant les interrogatoires inefficaces. Les enquêteurs peinaient à identifier les voleurs ou à comprendre les méthodes employées pour ces vols, laissant les dirigeants de l'aéroport dans une situation de perplexité et de frustration face à ce mystère persistant. Face à la gestion complexe et massive des marchandises volées, Walem Hong se rendit vite compte qu'il ne pouvait pas tout gérer seul. Conscient de la nécessité de s'entourer de personnes de confiance, il réussit à convaincre sa femme, Teresa Yang, et son beau-fils, Benny Yang, de se joindre à lui dans cette entreprise illégale. Benny, en particulier, se révéla être un atout précieux grâce à son expertise en volet commercial. Il commença à distribuer des cartes de visite aux magasins de distribution où figurait le nom de la société fictive et le nom du commercial, Joe Yang. Cette stratégie astucieuse renforça la crédibilité de leur opération aux yeux des propriétaires de magasins, générant ainsi une explosion du chiffre d'affaires. Grâce à cette approche, les activités de Hong prirent une ampleur considérable, exploitant habilement la confiance des partenaires commerciaux. Mais malgré l'aide précieuse de Benny et l'augmentation significative du chiffre d'affaires, Hong se retrouva confronté à un nouveau défi. Une quantité considérable de marchandises volées restait encore en stock. Pour gérer cet excédent, Hong prit la décision d'acheter une grande maison dont le vaste garage serait utilisé comme entrepôt temporaire pour stocker les marchandises non encore vendues. Cette solution lui permettait de centraliser le stockage tout en dissimulant une partie de ses opérations illégales. Ainsi, le garage de la nouvelle propriété devint un centre névralgique pour le stockage et la gestion des stocks volés, facilitant leur distribution ultérieure tout en maximisant l'efficacité de son réseau criminel. À la fin des années 90, avec l'essor fulgurant d'Internet, Walem Hong adapta ses méthodes de vente en se tournant vers eBay, une plateforme innovante permettant de commercialiser tout type de produits à l'échelle mondiale. Cette opportunité transforma radicalement ses opérations, facilitant la liquidation rapide de grandes quantités de marchandises volées. Hong passa désormais ses journées avec Teresa et Benny à emballer les produits et à les préparer pour la vente en ligne. Grâce à eBay, leur réseau criminel bénéficiait d'une visibilité accrue et d'un accès direct à des acheteurs du monde entier, ce qui accéléra considérablement leur écoulement de stock. En exploitant cette plateforme, Hong réussit à générer des profits colossaux, amassant plus de 7 millions de dollars grâce à la vente de marchandises volées. Malgré les efforts persistants des forces de l'ordre, la police restait bloquée face à l'ampleur des activités illégales de Walem Hong et de son réseau. Les enquêteurs étaient confrontés à un manque crucial de preuves tangibles et peinaient à percer le voile de discrétion soigneusement tissé autour des opérations de Hong. L'absence de témoins fiables et les techniques sophistiquées de camouflage utilisées par Hong rendaient les investigations particulièrement ardues. Les forces de l'ordre se trouvaient ainsi dans l'incapacité d'arrêter les voleurs, malgré leurs ressources et leur détermination, laissant Hong et son réseau poursuivre leurs activités sans entrave. Lors de la perquisition de la maison de Walem Hong, la police fit une découverte spectaculaire.
Le vaste garage, ainsi que plusieurs pièces de la propriété, étaient remplis de produits électroniques volés, confirmant l'ampleur de leur opération illégale. En plus de cette cargaison massive de marchandises dérobées, les enquêteurs trouvèrent également une importante somme d'argent, en espèces, s'élevant à 1 200 000 $. Cette trouvaille corroborait les soupçons de l'enquête et témoignait de l'ampleur considérable du réseau criminel de Hong. Après son arrestation, Walem Hong fit une offre surprenante à la police. Il se proposa de collaborer pleinement avec eux en échange d'une faveur considérable. Hong s'engagea à révéler la cachette de 6 millions de dollars en espèces encore dissimulées chez lui, à condition que sa femme Teresa et son beau-fils Benny soient exclus de l'affaire et que la responsabilité des vols soit entièrement attribuée à lui seul. La police accepta l'offre, ce qui a conduit à un accord qui prévoyait une coopération totale de Hong en échange d'une peine réduite. En conséquence, Hong fut condamné à seulement 2 ans de prison, tandis que Teresa et Benny Yang ont échappé aux poursuites. Personnellement, je considère que la peine de seulement 2 ans de prison infligée à Walem Hong est extrêmement légère par rapport à l'ampleur de l'affaire de vol qui s'est étendue sur 13 ans. Bien que Hong ait restitué 6 millions de dollars, une somme considérable qui représente une part importante de l'argent volé, la durée réduite de sa peine pourrait en effet envoyer un message problématique. Une telle décision judiciaire risque d'encourager d'autres individus à commettre des délits similaires en se basant sur la possibilité d'une peine relativement douce, en échange de la restitution d'une partie des biens volés. Et vous, quel est votre avis sur la condamnation de Walem Hong? Pensez-vous que la peine était juste au regard des circonstances? Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer de créer du contenu captivant. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes.